Le 11 mai 2022, nous avions produit une tribune dans laquelle nous demandons que les 10% nécessaires pour être éligibles au poste ou pour lever des sièges dans les conseils communaux et à l'Assemblée nationale soient consolidés. Et le titre de cette tribune, c'était « Éviter à tout prix la démolition du système, des réformes du système partisan ». Et c'était dans quel contexte? C'était juste après les élections de 2020, les élections communales de 2020. Il y a des partis politiques dans la perspective de l'élection des législatives de 2023 avaient commencé par militer pour la réduction des taux de 10% et nécessaire pour prétendre au siège à l'Assemblée nationale. Et nous avons en son temps demandé qu'il faut tout faire pour consolider la réforme du système partisan. Et si un parti politique ambitionne d'aller à l'Assemblée nationale, ce parti puisse travailler sur le terrain afin d'avoir les 10% et se faire représenter à l'Assemblée nationale. C'était l'objectif de cette tribune de mai 2022. Lorsque vous plaidez pour que votre maison ne soit pas démolie, et que vous voyez que au lieu d'être démolie, elle est renforcée, vous ne pouvez qu'être satisfait. Je plaidais pour que les 10% soient maintenus et je constate qu'aujourd'hui, les 10% sont renforcés, pour ne pas dire sont doublés, multipliés par 2. Et je pense que cela encourage au regroupement des partis politiques. Les partis politiques seront obligés aujourd'hui de redoubler plus d'efforts pour se voir attribuer des sièges dans les conseils communaux et à l'Assemblée nationale. Et je pense que cela participe de l'assainissement de la vie politique, de l'assainissement du milieu partisan dans notre pays. Il faut regrouper les partis politiques, c'est très important. Nous étions à plus de 300 partis politiques avant la réforme du système partisan qui a commencé en 2018 et non en 2019, qui a commencé en 2018. Moi-même, j'étais président d'un parti politique. Donc, c'est dans le cadre des réformes que moi, avec mon parti, nous sommes allés à l'Union fait la nation, et l'Union fait la nation est allée à l'Union progressiste. Vous savez, la nécessité d'assainir le milieu du système partisan est indiscutable. Indiscutable. Aujourd'hui, des partis se sont rendus compte que il est important de se mettre ensemble. Je vais citer quelques exemples. Lorsque les 10%, pour accéder à l'Assemblée nationale, 10% de suffrage sur le plan national, pour accéder à l'Assemblée nationale ont été maintenus, nous avons vu des partis qui se sont mis ensemble. Vous voyez, le PRD est allé à l'Union progressiste, devenu l'Union progressiste de renouveau. Il y a la DUD, il y a la NLA, il y a la RLC, il y a le PER. Beaucoup de partis se sont mis ensemble. Et ça encourage vraiment le regroupement des partis politiques. Vous voyez, aujourd'hui, on peut dire que le PRD a une intelligence politique qui lui a permis au bon moment d'aller à l'Union progressiste. Parce que on dit, j'entends souvent dire que oui, on veut tuer les partis politiques. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ce que je vois, c'est que on veut que les partis soient ensemble. Cette loi nous demande simplement de redoubler d'efforts, de dégager plus d'énergie pour avoir le résultat. Parce que, vous savez, aucun parti politique, à l'heure où nous parlons, que ce soit LD, que ce soit le BR, que ce soit l'UP Le Renouveau, aucun parti politique n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales si on considère les élections législatives de 2023. Donc c'est une règle qui s'applique à tout le monde et chacun a intérêt à agir maintenant pour tirer son épingle du jeu. Soit vous redoublez d'efforts si vous êtes un parti petit, soit vous redoublez d'efforts, vous redoublez d'efforts pour devenir un parti grand et avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, soit vous usez de votre intelligence et vous négociez une fusion
avec un accord de gouvernance avec les partis qui sont déjà là pour pouvoir vous retrouver dans les élections qui arrivent. Et vous le permettez, quand je prends le PRD qui est arrivé à l'Union progressiste en août 2022, hein, le PRD est allé avec l'Union progressiste, c'est vrai, il n'existe plus. Mais si on doit considérer les militants originels du PRD qui se sont retrouvés à l'Assemblée aujourd'hui en qualité de députés, ils sont au moins 5. Donc on peut dire que le PRD intelligemment a tiré son épingle du jeu en allant en fusion avec l'Union progressiste. Et je pense que la loi votée dans la nuit du 5 au 6 mars méritera à ce que les partis politiques se regroupent et que chacun trouvera son intérêt. Il n'y a aucune décision qui fait l'unanimité. Même les décisions de Dieu ne font pas l'unanimité. Donc c'est normal qu'il y ait des incompréhensions. C'est normal qu'il y ait des incompréhensions. Vous savez, pour élire le président du Nigeria, il faut qu'il ait 25% du suffrage exprimé au plan national. Et que ces 25% soient obtenus dans 24 États. Dans 24 États, bien sûr, des 36 États du pays. Vous voyez. Donc, chaque pays avec ses réalités. Voilà ce qu'ils ont retenu au Nigeria, 25% dans 24 des 36 États. Voilà ce qu'ils ont retenu au Nigeria. Mais au Bénin, nous avons dit qu'il faut 20% dans 15 circonscriptions électorales. Donc, chaque pays avec ses réalités. Et puis, la vie continue, quoi. Et quand je parlais tantôt des 10% qui constituaient tout un système, on est parti des 10% aujourd'hui à 15%. C'est des filtres que le législateur construit pour trier les candidats crédibles. Et il n'y a aucune loi qui soit parfaite. Quand on dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être âgé de 40 à 70 ans, c'est déjà un filtre. Donc, quelle que soit la loi qu'on prend dans ce domaine, il y aura toujours des gens qui seront frustrés. Mais avec le temps, chacun comprendra. Il faut des critères. Quand vous allez en France, le système de parrainage existe. Et pour être candidat à l'élection présidentielle en France, il vous faut 500 parrains. 500 parrains. Élus, députés, maires, conseillers régionaux. Il vous faut 500 parrains. Mais vous devez avoir ces 500 parrains dans 30 départements en France. Mais au Bénin, on a décidé que ce soit 15% des députés et des maires. Mais on n'est pas obligé de faire exactement ce que les autres font. Vous voyez, je vous ai dit que c'est 500 parrains en France. Mais ici, c'est 28 parrains. Donc, le problème ne se pose vraiment pas. Je sais, on dit que si tu es député d'un parti X, tu ne peux pas aller parrainer un candidat à l'élection présidentielle d'un autre parti Y. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Même si dans la pratique, cela pourrait porter à ce que vous êtes en train d'insinuer. Moi, j'ai même pensé que à ce niveau, la loi n'a pas vraiment été précise. La loi, pour moi, devrait même préciser que le candidat à l'élection présidentielle doit être un militant du parti. C'est vrai, quelque part on a dit le député doit voter doit porter son parrainage au militant désigné par son parti ou à quelqu'un, c'est un citoyen lambda. Ça peut être un citoyen lambda, ce que la loi laisse interpréter. Cela veut dire que toujours on peut laisser venir un individu, si le parti trouve que ses intérêts sont avec cet individu, que cet individu peut être parrainé par le parti. Quelque part, je pense que on a encore du travail à faire à ce niveau. Mais comme ça vient d'arriver, toute chose étant perfectible, je pense qu'avec le temps, ce sera précisé, ce point sera précisé. On dira que il faut que le candidat à l'élection présidentielle soit le militant du parti et non le militant et ou le candidat désigné par le parti. Il faut que le candidat soit le militant du parti. Et attention, je ne vois pas, je vois qu'il y a discussion. Il y a discussion autour d'une loi votée. Il y a discussion autour d'une loi. Et c'est normal, Et c'est normal que ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ne parlent pas le même langage.
Mais l'avantage que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons une cour constitutionnelle qui tranche dans ces cas-là. C'est-à-dire, la cour va dire si la loi votée est conforme à la Constitution ou si elle n'est pas conforme à la Constitution. Maintenant, lorsque la Cour a décidé que cette loi est conforme à la Constitution, je sais que tout le monde se pliera à la décision de la Cour. Je ne pense pas qu'il y ait tension dans le pays. Je pense simplement que chacun veut que ce soit sa volonté qui passe. Et nous sommes à l'Assemblée, c'est les députés qui votent selon des critères bien définis dans la Constitution et bien définis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés ont voté selon les critères bien définis et il appartient à la Cour de nous dire si ce qui a été voté et la relecture, si cette relecture, elle est conforme ou non à la Constitution. Je pense que si les députés veulent exercer stricto sensu le droit, ils ne sont pas obligés de consulter les autres partis politiques. Les démocrates ont eu à consulter 3 ou 4 partis d'opposition. 3 ou 4 partis d'opposition. Et c'est vrai que les propositions émises par les démocrates n'ont pas été entièrement prises en compte. Et aussi, les gens de la mouvance aussi se sont concertés. Se sont concertés. Donc, ce n'est pas que les gens sont totalement exclus ou mis à l'écart ou leur avis n'a pas été pris en compte. Maintenant, c'est que pour voter une loi à l'Assemblée, il faut une majorité. Et c'est la majorité qui a tranché. C'est la majorité qui a tranché. Je pense que le problème ne se pose pas. Assise nationale, nous ne sortons pas d'une guerre. Vous savez, lorsque nous avons fait la conférence nationale ici, je l'ai bien suivi, hein, j'ai suivi la conférence nationale en direct, je me rappelle, hein, c'était sous un grand arbre ici hein, que je suivais la conférence nationale depuis PLM à Lédio. Lorsqu'on a fait la conférence nationale, le pays était dans une situation que nous connaissons tous. Hein. Donc il faut qu'il y ait vraiment une crise énorme hein, qui puisse nous conduire à une assise nationale. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal et le président du Sénégal a convoqué il y a quelques jours une assise nationale. Est-ce que le Bénin est déjà à ce point? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que au sommet de l'État, il y a discussion, il y a échange entre les autorités. Nous voyons déjà de novembre, du 27 novembre, hein, du 27 novembre à aujourd'hui, j'ai déjà vu l'opposition, l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, les LD, aller au palais de la République rencontrer le chef de l'État 2 fois. J'ai vu les FCBE, hein, les FCBE qui sont un parti d'opposition, aller au palais de la République rencontrer le chef de l'État. J'ai vu le chef de l'État rencontrer aussi les partis qui le soutiennent. Donc, il y a dialogue. Il y a dialogue. Et quand on parle d'assises nationales, c'est totalement une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais si cela s'impose, je pense que les acteurs, le chef de l'État, son gouvernement, et l'Assemblée nationale, la société civile s'accorderont pour que cela ait lieu. Mais pour moi, à l'heure où nous parlons, je ne pense pas que ce soit nécessaire.